Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi le 10 février 2018, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Ah ouais, c'est vrai ça? Oui, tout à fait. C'est vrai ce qu'on raconte? Oui, tout à fait. Les rumeurs sont vraies. C'est mon nom et ainsi que mon prénom. Wow, c'est vrai. Éric Lajoie? Non. Mario. Et je serai l'animateur de cette émission du mieux que je le pourrai. Donc, je serai également accompagné de 3 personnes. Tout d'abord, en face de moi, sur le siège très prestigieux de Sir Simon Boucher, ainsi que de tous les autres animateurs de toutes les émissions qui passent à CKRL pendant le reste de la semaine, Philippe Jacques, salut. Salut tout le monde. Yes. Ensuite, à ma gauche, Conan Arsenault. Allô? Je voulais aller grave un petit peu. Ouais, c'était très grave. Mais je pourrais parler aussi. C'était très grave! Ah, c'est non, pas non, grave. pas la creepy voice. Tu veux pas que je t'annonce comme ça? Non. Hein, non? Ben, écoute, moi, ça me dérange pas. Il y a du monde, je suis sûr, qui aime ça beaucoup. OK. Je pense que Virginie, notre auditrice préférée. T'es obligé de dire auditrice au singulier. Donc, c'est elle qui aime ta creepy voice, je pense. oui. C'est pour ça que c'est au singulier. Ouais, non, c'est ça. C'est assez singulier. Je compterais mes fans sur les doigts d'une main, même si j'étais manchot. Et, à la console de Mikey G. Une chance que je suis pas manchot, moi, par exemple. Non, hein? Fait que c'est on va mal peser Ben, sur les écouteurs avec son nez et sa langue. Là. Mais quoi qu'il t'aurait pu avoir une troisième jambe, et puis t'aurais pu t'en... Wow. Et ça a mal parti. Non, exact. Et ça finira pas mal parce qu'on va passer immédiatement aux nouvelles de la semaine. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Donc, que s'est-il passé dans les actualités geeks selon vous cette semaine, messieurs? Ben, je te dirais que ça se résume ça va se résumer en un seul mot. Et ce mot est fusée. J'ai de grosses nouvelles concernant les fusées aujourd'hui. Premièrement, c'était la semaine dernière que se déroulait le grand lancement pour notre ami Mad Mike Hughes. Est-ce que vous vous souvenez de Mad Mike? Ben oui, on en parle depuis un certain temps. Là. Ouais, bon, Monsieur essaie de aventure. prouver que la Terre est pas plate en déconnant qu'une fusée qu'il a Elle est pas- construite avec son propre budget. Là. Que la Terre est pas ronde. Que la Terre est pas ronde, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. voilà. Excuse-moi. Alors, c'est la semaine dernière samedi dernier, qui devait prendre son élan vers l'infini et plus loin encore. Et étonnamment, l'homme qui ne croit pas en la science a eu des pépins de type scientifique. Mais non. Quand sa fusée a refusé de partir. Un autre truc qu'on n'avait pas comme prévu vraiment. Ouais. T'sais, on s'est dit, elle va partir, elle va exploser, ou il va annuler à cause du gouvernement. Mais non. Là, ce coup-ci, elle a refusé de partir. Bon. Et un problème d'actuateur, semble-t-il, serait à l'origine de ce pépin. Et quand on lui a demandé qu'est-ce qui se passait avec sa fusée, il a dit je le sais pas, moi je suis juste un gars. Non, mais il a prouvé 2 choses en fin de semaine. Que la Terre est ronde et que c'est son lancement qui était plate. En tout cas, Mad Mike Hughes ne lâche pas la patate parce Non. qu'il dit que même s'il est vieux puis qu'il est fatigué, ben il est encore en cours présentement pour essayer de convaincre le gouvernement de le laisser faire son lancement encore une fois. Donc, c'est sûr que quand tu investis 200 000 $ dans une fusée maison, t'aimerais ça l'avoir décollé. Donc, Ouais. probablement encore à suivre pour les aventures de Mad Mike Hughes. On vous tient au courant. Yes. Autre chose par rapport aux fusées, t'avais l'air parti dans un trend. Je suis parti dans un méchant trend parce que y en a qui investissent pas seulement 200 000 $ dans une fusée. Il y en a qui investissent des sommes pas mal plus astronomiques. Ouais, Et du monde qui ont les poches profondes. oui, cet homme, c'est Elon Musk. Oui, bien sûr. Qui, cette semaine,
c'était mardi qu'il lançait sa fusée, la fusée la plus puissante du monde jusqu'à maintenant. C'est la Heavy Falcon. Ouais, le lourd faucon. Le lourd faucon. Faucon pesant. Qui s'est bel et bien élevé de Cap Canaveral en Floride. Et les deux fusées Falcon, les deux petites fusées, sont revenues sur Terre de façon synchronisée parfaitement, indemne. Oui, intact, complètement intact. Ouais. Complètement intact. C'est juste la troisième partie de la fusée. Je pense qu'il y avait un troisième stage de fusée qui était supposé revenir, que je crois que ça s'est abîmé dans la mer, à ce que j'ai vu. Mais quand même, l'atterrissage des deux fusées en synchronisation, c'était magnifique. Oui. Excusez, là, faut que je man crush sur Elon Musk, là, un petit peu, là. C'est comme Tony Stark, mais sans ego. Sans ego. Okay, on va en parler. Parlons-en. Parce que Monsieur Elon Musqué, comme le dirait si bien Simon Boucher, voulait prouver que la Heavy Falcon était l'outil parfait pour envoyer ils appellent ça en anglais Heavy Payloads, donc des transports lourds. Des charges lourdes. Dans l'espace, donc un peu à la manière... ça serait un peu... Le Heavy Falcon serait le trucker de l'espace. Space Trucking. Yes. On fait une petite référence Simulator. à Mauve Cru. Non, Deep Purple, Space Trucking. Anyway, peu importe. Continue. Il a prouvé ce point-là en envoyant sa propre Tesla Roadster dans l'espace. Oui, avec un mannequin, avec un à son bord, oui. Ça fait tellement de belles photos. On l'appelait Spaceman. Oui. Et il y a eu un live... Starman, oui, merci Mike. Il y a eu un live stream qui a duré 4 heures de Starman dans son Tesla. En orbite, avec un petit écran qui marquait Don't Panic dessus. Mais la Terre est tellement bleue. Puis elle a tellement l'air plate. Mais honnêtement, là, on vit dans un âge où ce qu'on a vu, un gars, un astronaute dans une décapotable, en orbite autour de la Terre, et c'était pas un Photoshop, c'était pas un dessin, c'était pas du CGI. On a vu une photo d'un astronaute dans une décapotable autour de la Terre. Non, pas juste une photo, une vidéo. Vidéo. C'est capoté, là. C'est capoté. Ça existe. Okay. Et le but de Musk, c'est que ce Roadster-là décolle de l'orbite terrestre et s'en aille vers l'orbite de Mars, où ce qui va rester là pendant plusieurs milliers d'années. C'est pour dépanner Matt Damon. Oui, c'est ça, il a collé son Uber, mais il va arriver tard. Exact. Mais on a eu en exclusivité aujourd'hui une petite nouvelle, c'est que le troisième coup de rocket qui servait à booster le Roadster a fonctionné. Par contre, ils avaient un peu moins bien calculé la force de poussée. Ils l'avaient sous-calculé, en fait, un peu trop puissante. Fait que la trajectoire de la Tesla a dévié et s'en va directement dans le champ d'astéroïdes de notre système solaire. Oh, that's gonna leave a mark. Ouais, je pense que ça va scratcher la peinture un petit peu. J'espère qu'ils sont capables de partir les wipers à distance. Parce que... c'est la première POC qui fait le plus mal. Ouais, après ça, c'est plus grave. Mais bon, on parlait que Elon n'avait pas d'ego, mais on peut-tu se dire que autant que c'est awesome, t'envoies de la cochonnerie dans l'espace avec ta marque dessus. Je pense qu'il y a un petit peu de fierté personnelle en jeu. Là. Je pense que c'est pas innocent de ce côté-là. Non, tout à fait. C'est clairement une marque de Lego de ce gars-là. Si on compare à la NASA, que c'est clairement, il essaie pas d'avoir de visage de un gars, mais sauf que ça reste un gars avec sa tête a réussi à faire envoyer un char en orbite. C'est awesome, mais en même temps, on a tellement déjà envoyé de cochonneries dans l'espace. On peut-tu éviter de faire ça, s'il vous plaît? Moi, je trouve que ça rouvre la porte à... Non, on n'a pas la job au concierge de l'espace plus tard, là. Faut bien qu'on leur donne de la job, là, ce monde-là, dans 40-50 ans. Mais on parlait de l'ego. Une graine de sable dans l'océan, là. On parlait de l'ego de Elon Musk. Je m'imagine pas ce que Richard Branson, le gars de Virgin, lancerait dans l'espace. Ce serait probablement un bar de danseuse au complet. Ou lui, c'est une planche à voile, là, le connaissant. Ça serait sûrement pire que Elon. Quand tu veux faire avancer la cause de l'humanité, you gotta do what you must. Mais reste que l'avancée technologique est impressionnante et ça rouvre la porte justement à tellement plus pour l'humanité. C'est impressionnant. Prochain stop, Mars! Yes! Ben moi, je suis tout le
tellement pour ces stunts publicitaires de philanthropes comme ça qu'on a depuis une couple d'années. C'est super intéressant. Bon, c'est comme je t'ai dit, je suis le côté scientifique en moi dit que c'est too much et le côté nerd geek dit wow, j'en veux plus. J'aurais aimé ça ambivalent. J'aurais aimé ça avoir l'avis de JP là-dessus. Ah, JP, t'as eu le message, on t'attend en studio, ça fait un petit ou tu peux le poster sur Facebook puis rester confortablement chez vous si c'est ça que tu veux. Ben oui. C'est plus le fun d'avoir en studio. Mais ben bon, oui, bref. ben oui, évidemment. On a plein d'affaires qui s'est passé en plus en astronomie depuis un bout. Il y a un astéroïde qui a frôlé la Terre là, à 1/5 de la distance de la Lune cette semaine. Fait que, c'est tout ce que j'avais à dire à ce propos-là. On est encore vivant grâce aux geeks contre-attaque. Ah, c'est vrai, les geeks contre-attaque protègent la Terre! Yes! Et ils font de la radio aussi des fois. Ouais, c'est ça. Avec dans le fond, c'est l'émission de la semaine passée qui a fait comme kisser l'astéroïde. On a peut-être même fait dévier à Tesla Roadster un peu. Oui. On sait pas. Probablement un propos de fil. Hey, Chance c'était pas Simon, hein. Sinon ça aurait été direct dans le soleil. Bon, parlant de radio, hein, on pourrait-tu continuer avec quelque chose dans nos oreilles? C'est moi qui dis ça. Trop tard. OK. La chanson de la semaine! J'ai aucune rancune. Donc, chanson de la semaine numéro 1, Philippe. Oui, ben, c'est parce que c'est en rapport à ma nouvelle. Parce que quand quand Elon Musk envoie une Tesla dans l'espace, il l'envoie pas en silence. Non. Il l'envoie avec de la musique de la musique dans ses speakers et cette musique c'était David Bowie. On avait 2 chansons qui étaient en boucle lors du lancement et qui sont restées assez longtemps probablement Space Oddity, j'imagine. Space Oddity, oui. Et en deuxième, c'est Life on Mars tiré de l'album Hunky Dory en 1971 et ces 2 chansons-là étaient en boucle mais je vous ai amené Life on Mars parce que c'était quand même pertinent. Ça c'est celle peut-être la moins surjouée un peu partout là. Space Oddity est brûlé. C'est Dancing in the Street là, que ça aurait pris. Non, Dancing in the Street, pas de musique. La vidéo de YouTube, tu vas juste danser et crier. C'est tellement drôle. Bref, on mettra ça sur YouTube bientôt, sur notre Facebook, mais peu importe. Ouais, ben là, c'est la chanson de David Bowie qu'on va écouter à Life on Mars, série de l'album Hunky Dory, présentement au Geek Contre-Attaque. Yes! Her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the is their life on Mars? It's on America's tortured brow Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for
It's about to be writ again. As I ask you to vote for some sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the old man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. Who's in the best-selling show? Is their life on Alors, on vient d'entendre Life on Mars. Oui. C'est ça? Oui. Life on Mars Tout de à fait. David Bowie, qui joue présentement en loop dans la voiture de l'espace. Si ses batteries sont encore chargées, mais je pense que la prochaine Ouais. station de chargement est un petit peu loin. Ouais, mais tant qu'il avance. Oui, il Tant qu'il avance, il avance. avance. C'est tant qu'il avance, la batterie, là, non? C'est pas vrai, ça marche? Quoi, il veut se rendre où, là? Il est ben juste là- en orbite, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, ils veulent se rendre sur Mars, mais là, il va se rendre dans la ceinture d'astéroïdes. Ouais, parce qu'ils l'ont mal... Se tromper, hein? Ouais, c'est ça. Hein? Ils ont poussé trop fort. Et- Eh là là. Ça va être malade. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Oh, on va y aller un petit peu de vrac, parce que là, on va se promener dans plein de sujets. Right? Ouais. OK, alors, commençons maintenant avec... J'ai des petites nouvelles concernant de la nourriture. Donc, on va commencer par ça, Ok. pendant qu'à être en vrac. Et, Ouais, en soupe minestrone pour le cerveau, donc Ouais. minestrone. C'est quoi j'ai dit là? Minestrone. on l'a compris. Minestrum, là, ouais, non, c'est le nom de ton chat, man. C'est le Minestrum. Donc, oui. La compagnie Doritos s'occupe Oui. de ces dames. Ah, tab. What? Oui. What? Oui, On va la compagnie parler de ça. Oui, Tu- ben oui. Ah, ça n'a pas le choix. Je suis le seul à pas savoir, J'ai rien dit, puis ça suscite déjà des réactions. OK, Bon. je suis néophyte, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Bon. Fait que raconte-moi, Alors, là. Voilà. La compagnie Doritos a eu la Oui. géniale idée de sortir un nouveau produit pour ces jeunes femmes dynamiques qui travaillent tous les jours durement. Alors, Des chips pour femmes. des chips pour femmes. Qu'est-ce que ça consiste, des chips pour femmes? Ouais. C'est des chips dans un petit sac qui rentre dans ton sac à main. Hein, facilement. Ok. Et que, en plus, Extraordinaire. qui font, le paquet ne fait pas de bruit quand tu l'ouvres. Et les chips ne font pas de bruit quand tu les manges. Parce que tu peux être discrète. Donc, c'est pas des chips. C'est quoi? C'est comme des genres de biscuits aux pépites de chocolat tendres, là? C'est, je dirais que c'est des chips à saveur de sexisme. Des chips molles. Hein? Des chips molles. Comment ça marche pour qu'ils fassent de bruit? J'en ai aucune idée parce que c'est mort pas mal dans l'œuf parce que Doritos a eu la géniale idée de se vanter de son idée Ouais. sur les internets et les internets lui ont dit hey, arrive en 2018 chose Ouais. avec ton idée des années 60. Fait que ça a pas C'est- fonctionné pour ouais. Doritos. Ah oui, puis aussi qui faisait moins de crunch. Ça Ah faisait oui. moins de petites graines à la fin. Ça faisait pas ça laissait moins de traces sur les doigts Ouais. aussi. Ben ça doit être les chips transparentes là qui ont sorti cette semaine aussi. J'ai vu ça, des chips complètement transparentes Ouais. mais qui doivent absolument rien goûter. Ouais, mais ça goûte comme le clear coffee, ça doit pas être terrible. Je veux dire, le coffre. Le clear Mais non, c'est ça, les chips font pas de... Oui. Parce qu'il aurait dû les appeler les Doritas, là, moi je trouve. Mais en tout cas, Doritas. sont niaiseux Mais- pour avoir fait ça. Mais les hommes ne Ouais. sont pas en reste du côté de l'alimentation cette semaine. Ok. Parce qu'il il se passe beaucoup de choses du côté de chez McDonald's. Car une équipe japonaise qui travaille sur les cellules souches ont trouvé un moyen d'éliminer la calvitie mâle. Oui! Ouais, non, avec- Non, ben, Avec là, c'est. les frites du McDo. Ouais. What? Un composé chimique qui est spécifique aux frites du McDonald's serait présent et
contribuerait à améliorer l'état de chauvitude de l'homme. Ce qui se passe, c'est que c'est un agent qui met dans les friteuses. Un agent qui empêche l'huile à friteuse de mousser. Donc, un agent anti-moussant qui aiderait lors de la greffe de follicules pileux. Pour que la greffe tienne plus. C'est ça, c'est pas une affaire de tu te frotteras pas l'huile de McDo sur la tête, ça poussera pas. Donc, allez pas doubler vos commandes de frites géantes chez McDonald's, ça donnera rien. Ben, je crois que ce serait une très bonne campagne de pub, là, comme manger nos frites, retrouver vos cheveux, je te garantis que... J'ai essayé la semaine passée, j'ai pas plus de cheveux. Moi, j'ai essayé les biscuits qui font grandir. Ça a marché, mais en largeur. Ah, t'as avancé. Ouais. Donc, fais-moi pas pleurer, man. Par rapport à ces frites, tout ce que je peux dire, c'est rappeler que la méthode scientifique nous enseigne que les méthodes utilisées pour cette étude-là devraient être répliquées par d'autres équipes et publiées dans un journal scientifique crédible afin de prouver que c'est vrai. Vous devez voir que ça consiste en un seul gars qui s'est attaché avec un élastique des frites sur la tête. Il y a des photos de ça quelque part. Parce que ça a été à date testé juste sur des souris. Sinon, on pourrait tout faire comme les c'est quoi la religion de Raël, les Raéliens, puis faire à croire qu'on fait des clones à qui mieux, là, qu'est-ce qu'on pourrait ne pas prouver nos choses comme ça, là. Donc, on attend de savoir si les frites de McDo ont vraiment un agent anti-perte de cheveux, mais ça me surprendrait. Oui, hein? Oui, je sais pas pourquoi. Par contre, il y aura probablement pas en anti-perte de temps. Donc, mais parlant de souris, on a encore un petit peu de temps. Tu sais, on entend souvent cette nouvelle-là, mais souvent, ça revient pas parce qu'évidemment, les modèles sur les souris sont pas toujours applicables sur les humains parce qu'on est tellement plus complexe. Mais là, cette semaine, il y a eu un vaccin anti-cancer. Littéralement, les souris qui étaient cancéreuses se font injecter et après ça, il n'y a plus aucune trace du cancer. C'est vraiment comme... C'est comme... T'sais, c'est le début d'I Am Legend. C'est un peu too much, tellement que ça marche bien, mais évidemment, c'est toujours le coup de... Le modèle est rarement applicable autant à l'humain, mais à date, c'est la meilleure affaire qu'on a trouvée sur avec les souris. Puis c'est quand même quelque chose là, de vastement supérieur. En tout cas, c'est évidemment, c'est toujours... aller couper les glandes de growth, de croissance, merci. De couper l'alimentation à la cellule, donc pour pas qu'elle se reproduise. Mais ma question, c'est, pour citer notre ami le pharmacien, c'est, on parle souvent du cancer, mais il n'y a pas un seul type de cancer. Donc, est-ce que cette injection-là va régler des problèmes de plusieurs cancers ou un seul cancer en particulier? Si à tout le moins c'est un traitement qui attaque seulement le virus, ça va déjà améliorer la vie de tellement de monde parce que la chimiothérapie, c'est pratiquement ce qui tue les personnes qui ont le cancer avant que le cancer les tue. Ça détruit la santé de quelqu'un comme ça n'a pas de sens. Juste de trouver un autre traitement aussi miraculeux ou pas soit-il, si au moins c'est un bon équivalent, Moses. Ben, je dis pas que c'est une mauvaise nouvelle, mais j'émets des doutes à savoir est-ce que c'est si miraculeux qu'on le dit. Soyons un petit peu exagérés. Les résultats sont pour les cancers observés sont les cancers de la poitrine, du côlon, mélanome et les lymphomes. Donc c'est vraiment un gros paquet de cancers et sur 90 des souris qui ont été testées, 87 ont été complètement guéris. Il y en a eu 3 qui ont eu une rechute, mais qu'après avoir un deuxième traitement complètement guéri. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est... En espérant que c'est ça bon signe. On touche à quelque chose. On approche de quoi? Moi, j'en ai une petite dernière avant qu'on aille en pause. C'est pour Mikey. Qu'est-ce que j'ai fait? Mikey, ça t'arrive souvent des fois que t'as un party, mais que tu te dis, me semble que ça me tente pas, là, je resterai chez nous, là, je suis un petit peu... shy de gens là aujourd'hui, là, je resterai chez nous. Ça m'arrive même quand je fais des parties chez nous. Mais j'ai une solution pour toi. Ah oui, donc. On appelle ça le Uber Driver. Qu'est-ce que le Uber Driver? C'est un chauffeur de Uber. Non, c'est mieux que ça. C'est un
c'est un corps. C'est quelqu'un qui te prête son corps pour aller au party à ta place puis qui se greffe un iPad d'en face. Puis sur l'iPad, c'est ta face à toi. C'est pas un sketch c'est pas un sketch de Key and Peele ou cette affaire-là. Il me semble que j'ai vu ça en sketch quelque part. Là. Non, mais... Un surrogate, là, la personne. Ouais, Party surrogate, là, la personne est chez eux puis comme ouais. Puis là, toi, tu checkes avec ta webcam puis tu parles au monde, mais à travers l'iPad du gars qui est le rack à iPad qui se promène dans le party. Quelle sorte de Évidemment, ça a été développé au Japon. Je sais pas pourquoi, hein, mais ça me semble que ça tombe sur le sens, hein. Ouais, de monde qui veulent rester chez eux plus que tout au monde. Là. Ben là, si tout le monde fait ça dans le party, t'imagines-tu comment ça peut être awkward? C'est tout juste des gens avec des iPads dans la même salle. Personne est dans la même place, mais t'as une gang d'inconnus qui portent des iPads dans la face. Pire. Il y a des Pendant inconnus ce temps-là, en plus avec sur la photo de l'article, il y a un full suit, un body suit pour pas qu'on reconnaisse les feats de la personne. Là. Ce qui est lame, c'est pas les personnes chez eux qui se parlent à travers des iPads. Non, c'est les 12 ceux personnes qui ont- nowhere qui se parlent pas cachées d'un saut, qui passent une soirée de temps debout à se promener sans savoir où ils vont. C'est n'importe quoi. Mais moi, ma question, c'est comment que la personne qui est dans le suit fait pour voir? Parce que l'iPad est vraiment greffé à 1 pouce de sa face. Fait que, je sais pas, peut-être qu'il... Moi, je pense que filmer une soirée avec juste du monde de même serait hilarant. Ouais. Mais tu prends des aveugles. Ils sont habitués de se déplacer sans oui, voir. c'est vrai. n'est-ce pas? Crème, t'es donc bien fort. Colin. T'as-tu une raison C'est de peut-être tout moi ça? qui ai parti de cette compagnie-là. Non, mais... C'était bon plan depuis le début. OK, Où c'est qu'on va après ça, hein? c'est qu'on va en pause. Ben, c'est une bonne idée. Allons en pause, regarde, on peut pas topper ça. Et on va revenir avec je pense qu'on va parler de film un peu parce que C'est passé des affaires. parle C'est de passé pub des aussi. affaires. On parlait de pub parce qu'il y a eu le hibou superbe la semaine dernière. Donc le Super Bowl. Ah, Et Super Bowl. OK, Je pensais que excuse-moi. c'était le superbe bol. Ouais, non. Hein? Anyway. On revient après la pause, mais on parle d'autres choses. Au Geek contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission des Geeks contre-attaque. Et cette fois-ci, on va parler de quelque chose qu'on parle pas souvent. Au Geek contre-attaque, on n'a pas de thème pour ça. Mais J'ai pas de thème pour l'épilation au laser. non plus, hein. Non. Ouais. Non. Mais tout ça pour dire que on va parler de publicité. Ouais. On revient de pub, on va parler de pub, parce que comme je le disais, il y a eu l'événement bien sûr du Super Bowl dans lequel les Aigles de Philadelphie ont battu les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. À la grande satisfaction de beaucoup de fans de football d'ailleurs, là, Stéphane Goulet pourrait nous en parler. Donc, Madden s'est trompé. Ah, évidemment. Ben, évidemment, je l'avais dit qu'ils se trompaient quasiment jamais. Ça veut dire que ce sont une autre année qu'ils se sont trompés. C'est une simulation. Ben oui, je sais, mais quand ça vaut la peine de se souligner. OK. Ouais? Ouais. C'est ça. Ouais. Hein? Donc- Faisais suite à une de nos nouvelles, là. Je sais, je déconne. T'es pessimiste. Non, je fais juste jouer avec toi comme un chat avec une souris. Donc, sur ça, Conan, tu veux nous parler de quelque chose de particulier? Parce que dans, je te dirais, l'abondance de pubs que le Super Bowl nous offre, et c'est toujours un événement chaque année, bien sûr. Là. Bien des gens, d'ailleurs, regardent le Super Bowl que pour les pubs. Là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette année de particulier? Ben, cette année, au Super Bowl, ils en ont profité. Il y a plein de compagnies qui en ont profité pour faire plein de choses intéressantes. On va commencer par la chose qui est une pub, qui est une pub sans trop light, la pub de Cloverfield 3. Oui. Trailer de film au Super Bowl, qui est l'affaire la plus regardée au monde, il sort littéralement comme 8 heures plus tard. Ouais. Génial. Il dit Wow. Out Tonight. C'est la première bande-annonce qu'on voit. Puis il nous dit que le film est disponible genre dans quelques heures. J'ai jamais vu ça avant. Moi non plus. Puis c'est brillant. Mais, tu sais, avoir vu le film, je comprends, parce qu'il a réussi de le hyper pendant un mois. Netflix serait brûlé. Il est pas si pire. C'est pas si pire. Non, mais c'est ça, c'est pas si pire que ça, mais c'est le seul moyen qu'il aurait pu. Parce que qu'il s'il est aurait pas fait sorti comme. en salle, il est sorti Non, juste Sur Netflix, Sur ouais. Netflix, ouais. Mais s'il avait hypé, mettons, pendant plusieurs mois, là, le prochain Cloverfield s'en vient. Et là, non. Mais je vais vous en parler d'ailleurs dans la section cinéma parce que j'ai développé une théorie intéressante sur la franchise de Cloverfield. Mais oui, on s'en reparle. Donc, Donc, évidemment, mais
la compagnie qui a volé le show complètement, c'est Tide. Tide a récemment fait dans les nouvelles à cause des Tide Pods que le monde a mangé à cause des memes parce que le monde sont stupides. Ouais. Mais ça, la réponse officielle, c'est juste, il y avait un joueur de football, je sais plus lequel, qui disait arrêtez de manger des Tide Pods. Ça, c'est la réponse officielle de Tide, c'est arrêtez de manger des Tide Pods. Là, pour faire une espèce de 180 de marketing génial de, je sais pas quelle gang de marketing ont eu cette idée-là, là, mais ils méritent clairement une statue dans le panthéon du marketing parce que c'est brillant, là, mais brillant. Comment ça? C'est parce que la campagne cette année de Tide, c'est que si dans une pub, les vêtements sont propres, c'est une pub de Tide. Donc là, dans plein de... Parce que Tide appartient à Procter & Gamble. Donc, mais la première pub, c'était juste notre ami David Harbour, qui va faire le prochain Hellboy, qui commence dans une pub de char. Ah, tu sais, ça c'est une pub de char normale. Là, après ça, il y a plein de sortes de pubs. Une pub de bar, toutes sortes de pubs, mais il finit toujours par dire non, tu vois, c'est toujours des pubs de Tide. Tu vois, il n'y a pas de tache sur ton gilet. Oh, même un mécanicien, non, il n'y a pas de tache sur ton gilet. Non, c'est une pub de Tide. Donc, if it's clean, it's Tide. Écoute, comment être brillant? Parce que évidemment que dans toutes les pubs, le monde a du linge propre. Évidemment, tu sais, c'est comme c'est s'accaparer un concept qui appartenait à personne, ce qui est à dire, le linge propre a mis en évidence, et voilà, c'est une pub de Tide. C'était à terre, il fallait juste se pencher puis le ramasser. C'est ça. Brillant, puis en plus, Procter & Gamble, vu qu'ils ont plusieurs compagnies, ils ont pu faire des pubs croisées. Donc, on voyait une pub de Old Spice, donc le gars sur le cheval, mais à la place d'être une bouteille de Old Spice, c'est une bouteille de Tide qui te sort dans ses mains, puis le gars est en arrière de lui comme, non, c'est une pub de Tide. Fait qu'il revenait dans les pubs des autres, exactement, pour dire que vous l'avez vu que c'est une pub de Tide. C'est une pub de Tide. Donc, tous leurs produits étaient toujours ramenés une pub de Tide. Mais vraiment, leur logo, when it's clean, if it's clean, it's Tide. Ça là, c'est brillant, là. Écoute, mon cerveau a explosé quand j'ai... Wow, quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Oui, c'est fun d'avoir un peu plus de... Là, je veux pas utiliser le terme anglais, là. J'allais dire cleverness, mais ça fait du bien de voir, au lieu de voir des grands déploiements de 150 000 figurants dans de CGI, de voir juste quelque chose d'astucieux. Mm-hmm. Bien utilisé, bien plugué. Il y a eu aussi un concept bizarre cette année, c'est-à-dire une pub qui était en fait des gens qui réagissaient à voir une pub. Ah, les pubs de Skittles! Ouais. Donc là, ça c'était brillant aussi. Il y a eu plusieurs étapes à cette pub-là. Il y a eu les pubs de Skittles qui disaient au Super Bowl, on va faire une pub juste pour une personne. Ouais. Mais là, tout le reste de la campagne, c'était des gens qui réagissaient à la nouvelle de ça. Donc, mais c'est tous des gens fucked up. Là. C'était pas du monde normal, c'est du monde un peu excentrique. Puis ça culmine jusqu'à on voit le kid qui a été choisi. C'est comme un petit gars de je sais plus trop où là, dans le Buttfuck Nowhere là, des États-Unis. Ah, c'est Timmy machin qui va regarder la pub. Là, tu vois Timmy rentrer dans une salle de cinéma. Il ressort et comme c'était une bonne pub. Ça finit là, tu sais. Mais leur campagne, ils ont fait une grosse pub hot, ils l'ont montré à une personne. Après ça, c'est fini, on la verra pas. Puis c'est qui avait? Il y avait David Schwimmer comme vedette attachée à ce projet. Donc, tu vois David Schwimmer dans plein d'espèces d'extraits, soit vraiment trippy de lui qui flotte dans des arcs-en-ciel avec des licornes pendant qu'il mange, tu sais, des Skittles. C'est très, très éclaté. Là, c'est Skittles. Mais oui, c'était une très bonne idée, ça, de faire semblant de faire, tu sais, on était beaucoup dans la méta cette année. C'est vraiment la méta-publicité qui a gagné, comme la pub qui nous parle de publicité. On est rendu là. On sait, tu sais, on sait tous qu'on est là pour voir un produit et tout, donc... Skittles. Goûte l'arc-en-ciel. Mm-hmm. Je m'ennuie aussi des pubs de Five Alive. Faudrait que Five Alive revienne avec leur pub qui était vraiment cool. Les pubs de Five Alive dans le temps, c'était toujours super absurde, ça durait 15 secondes, t'avais une boîte de jus qui dansait, c'était vraiment random avant que le random soit cool. Okay. De Skittles, justement, qui était comme Taste the Rainbow. Il y avait Skittles avec les... pas Skittles, les Five Starburst, même. Les Five Alive. La toune était full bonne. Je l'ai en MP3 quelque part, la toune de la pub de Five Alive. Donc, les publicités, vraiment, cette année, Skittles, vraiment, oui, c'était une très très bonne campagne de pub. Et parlant de publicité du Super Bowl, je pense qu'on peut enchaîner en cinéma, Mikey. Ah, on peut faire ça. On peut faire ça. Non, mais ouais. Hein? Chronique Cinéma! Alors, pour faire une transition intéressante,
non seulement il y a eu ces campagnes de pub-là qui étaient super intéressantes là, du côté du Super Bowl, aussi on a eu un beau festival de bandes-annonces cette semaine. Vraiment. Beaucoup de bandes-annonces de films qui sont sortis, des trucs intéressants, des trucs un peu moins, mais tout de même, ça a été une pléthore de bandes-annonces qu'on a eu droit à. Pendant le Super Bowl, entre autres, on a eu bien sûr un nouveau TV spot, comme ils disent, un spot télé pour Avengers, un autre pour Black Panther. On avait déjà vu ces bandes-annonces-là de toute façon, fait que c'était pas grand-chose de nouveau. Ouais, on a vu une espèce de bouclier de Captain America qui est pas un bouclier, qui a l'air de je sais pas quoi. C'est Stark-esque, hein? Tout ça pour dire que il y a eu aussi, en première mondiale, la bande-annonce de Mission Possible 6? Fallout, ouais. 6? Ouais, 6. Ça fait 6 parce sens. que le 5, c'était Ghost Protocol. Ouais, là, c'est le 4, ça. Rogue Nation, le 5. Tout à fait. Si, bol. Donc, Mission Impossible 6, qui, encore une fois, a l'air quand même intéressant. Quand même, ça a l'air quand même valoir la peine de le voir. Ensuite, on a eu... qu'est-ce qu'on a eu? Ah... Je pense qu'il y a un S puis un W. Ouais. Ah, ok, oui, c'est vrai. Ben oui. Bon, on va le garder pour la fin, celui-là. Ah, ok. On va le garder pour la fin. J'avais juste hâte. On va inclure... Deadpool. J'ai posté d'ailleurs le teaser poster de Deadpool 2 sur la page des Geeks. C'est une référence à Flashdance avec des cartouches de balles. C'est magnifique. Oui, parce que... Maintenant, dans Deadpool 2, il va y avoir des guns, plein de guns! Non, mais il va en avoir. Il y a du budget pour en avoir. Ben, c'est ça. Budget. Donc, on voit dans cette bande-annonce-là, c'est Ryan Reynolds qui se fâche après le gars des effets spéciaux parce qu'il n'a pas fini le bras de Cable. C'est pas comme si... Et le Dale, ce nom-là, n'est trouvable nulle part en plus dans la fiche IMDb quand on regarde. Je suis allé voir aussi, on voit-tu un Dale, whatever? Non! J'étais un peu fâché. Il a dit, c'est pas comme si c'était dans... C'est pas aussi compliqué qu'enlever une moustache en CGI. Oui! la référence. La Mais c'est ça, le trailer qui s'intitulait Meet Cable. Et là, on a le ton du film de façon beaucoup plus concrète. Ça s'enligne pour être dans la même veine que le premier. Mais Ryan Reynolds dirige ce bateau-là avec assurance et pertinence. Même. Oui. Et le titre officiel est sorti. C'est quoi déjà? C'est quoi? Et le titre est hilarant. Ça s'appelle The Untitled Deadpool Sequel. C'est le vrai titre du film. Là, je pense que ce que j'ai hâte de voir, c'est que Terry Crews est dans le film. Oui. Puis on le voit comme une seconde, mais Terry Crews, là, c'est un gros nom, c'est comme un gros acteur. C'est un gros bonhomme aussi. Ouais, tu sais, puis ils l'ont comme sneaké, comme, by the way, il y a Terry Crews. J'ai vraiment hâte de voir qui va faire, parce que je sais pas qui va faire dans le X-Force. Techniquement, ce qu'on voit, c'est X-Force, là. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. On voit Domino, on voit... aussi... on voit Teenage Negasonic Teenage Warhead. C'est ça. Qui d'autre qu'on voit? On voit Bill Pindle. Le chauffeur de taxi. Bill Pindle. Il y avait des rumeurs, ça allait peut-être être Bishop ou que ça allait être un autre, je me rappelle plus de son nom. Là. Bishop. Ouais, mais je suis pas sûr que ça va être Bishop parce qu'il a déjà été utilisé dans l'univers de Fox, principalement dans D'ailleurs, parlant de l'univers de Fox, oui. trailer de Venom. Oui! Ben, c'est pas Sony? Non, c'est Sony. Ouais, c'est vrai, c'est Sony. Je pense que c'était pas Fox. grave. Quelle transition, boboche! Ouais, non, on parle... OK, Conan, on va parler de Venom. Tabarnak. Tom Hardy, ça fait changement du dernier Venom qu'on a eu. Hein? Ben là, Topher Grace versus Tom Hardy, tu sais. Parce que quand on connaît un peu That l'univers de 70 Show, Spider-Man... ouais, non, c'est ça. That 70 Show puis Mad Max Fury Road, là. C'est parce que Topher Grace avait pas la shape, pas en tout de Eddie Brock, là, on s'entend. Pas la shape, pas la stature, pas l'expérience, pas le charisme, il y avait rien de ce personnage-là, puis ils l'ont mis là pareil. Avec ce casting-là, Tom Hardy, moi, ils sont venus me chercher tout de suite, même si c'était Sony qui sont... On connaît leur historique de films avec surtout les Spider-Man qui ont floppé à qui presque en entièreté, mais reste que le 2 est un des meilleurs films de super-héros de l'époque. Tobey Maguire était excellent, mais c'est après ça que c'est viré un peu bizarre. Et je parle pas juste des Spider-Man, je parle de toute l'univers Sony en entier cinématographique. Qui ont essayé, mais c'est parce que l'idée, c'est qu'ils n'ont jamais sorti les films de l'univers qu'ils voulaient builder. Ils voulaient sortir Sinister Six. Oui. Ça n'a jamais sorti. Mais je parlais aussi, genre, comme Ghostbusters, qui a fait un dud incroyable, mais Sony c'était l'échec à répétition depuis quelque temps. Donc, ça faisait peur un peu, mais avec Tom Hardy dans le rôle de Brock, je fais confiance à la chose. Même si le film est pas top, moi je pense que c'est au moins un point d'entrée pour le personnage. Tout à fait. C'est comme, il va être là, il va être connu, le monde va... tu sais... Là, la grosse question, c'est est-il relié au MCU? Non, il va l'être. Il va l'être parce que... Il y a des rumeurs que oui, il y a des rumeurs que non. Il y a des rumeurs qui ont confirmé un caméo de Tom Holland.
Donc, OK. à quel degré il va être dans le film, on le sait pas. Et Carnage est le bad guy. Yes! Ah ouais? Ben, je m'en doutais, mais Oui. ça... Y a-tu un casque qui est Maximum sorti pour le Carnage. Carnage? J'ai pas d'idée s'il y a un casque qui est sorti, mais c'est ce qui est dit de façon très 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 récurrente de plusieurs sources. Donc on va voir si ça s'avère vrai dans la prochaine vraie bande-annonce, parce que là c'était plus un amuse-gueule. On là, a vu a- Eddie Brock tout court. c'est On ça. a vu un peu son origine à Venom. On a vu que c'était plus scientifique que Le ton. extraterrestre. Le ton On a l'air plus de vu le ton. sci-fi horror, suspense que d'un film Tout à fait. coloré de Mais on n'a pas super-héros. vu son costume, on n'a pas vu C'est de traces de méchants, on n'a pas On vu a justement... on a vu un quart de seconde de symbiose. Ouais, si on a vu Ouais, la symbiose on dans a le vu truc. symbiote, ouais, mais- ici qui monte, mais that's it. C'est ça. Fait que donc, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Et la dernière bande-annonce, bien sûr. Et là, on va en parler avant notre pause musicale, là, ça me stresse pas. Là. Le premier matériel promotionnel pour un film très gros qui sort dans même pas 3 mois. C'était douteux qu'on n'ait rien eu encore. Ouais, et mais en là, même temps, c'était boum! prévisible à cause du Super Bowl qui... Ben, ça, puis à cause garde de ce la moment-là. controverse entourant la production du film aussi. Là. Tout à fait. Donc, Solo, a Star Wars movie, sort sa première bande-annonce. Les boys, Star Wars Story. vous en pensez quoi? Ben, attends un peu, là. Il y a de la controverse sur la production de ce film-là. Euh, Je suis Comme le j'ai- noob du groupe, je tiens à le préciser. J'en avais déjà un peu parlé dans les épisodes précédents, si vous suivez souvent les geeks. J'appellerais même pas ça un accident de train, j'appellerais ça... comment est-ce qu'on appellerait ça, Eric? Je te dirais une mauvaise augure. Ouais, Je dirais on va dire ça parce que gentiment. ce qu'il y a là, ce qui est arrivé dans le film, je vais te résumer ça en 3 phrases. Ouais. ok? Ils ont engagé les 2 gars du Lego Movie pour écrire le script. Ils ont commencé à le tourner. Ils les ont sacrés dehors. Ah non, pas encore! Ok. Ça fait tout le temps ça! à ce Ils ont temps. engagé mais- Ron Howard pour retourner 90% du film. Ils ont jeté 90% de ce qu'il y avait. Ils ont retourné à grandeur. Sais-tu pourquoi qu'ils ont mis dehors les gars de Lego Movie? Hein? C'est parce qu'ils voulaient faire une comédie avec ça. Ben oui, mais pis. Ben, en tout cas, moi, Je je trouve veux que dire- le Ah, ton c'est vrai que était les autres peut-être- Star Wars sont tellement sérieux. Écoute, moi, Ok. je suis du côté de Disney là-dessus. Il faut qu'il y ait Ouais. un petit grit, faut qu'il y ait un petit côté. C'est Ouais. parce que c'est un univers dehors la loi. Mais ils peuvent faire ça comédique avec des bouts de c'est sérieux aussi. Là. Oui, mais de Un, toute il suffit façon, pas. Ron Howard n'a pas de laisser le ton humoristique complètement Ouais. de côté. Parce Sauf que qu'il Ron dit- Howard n'est pas connu pour ses comédies. Fait que le ton léger n'aura pas, ça va se prendre au sérieux comme... Ben, J'ai pas un bon je sais feeling. pas. Moi, j'ai un feeling de Rogue One à date. Ben, c'est ça, pas un bon Rogue One n'était pas mauvais, c'est juste du fan service. Fait C'est que ça. les gens qui ont été déçus par The Last Jedi vont probablement être très satisfaits de Solo. Et l'inverse, c'est aussi vrai. Et l'autre troisième phrase qui résume pourquoi on est inquiet, c'est que l'acteur principal, qu'on choisit, qui n'a pas beaucoup d'expérience, il a fallu, après quelques semaines de tournage, qu'il fasse emmener par avion un coach d'acting pour Woody le Thor. personnage principal. Exactement comme son personnage dans le film des frères Cohen, qui est incapable de dire la phrase Ouais. comme du monde. Would it were so simple parce qu'il est moche. Donc, Mais, Mais c'est un bon acteur, le kid, je suis sûr, mais... Mais si tu fais venir un acting coach 3 semaines pendant que t'as commencé le film parce qu'il est pas capable sur d'acter comme du monde. Sur un film aussi gros que Star Wars, c'est pathétique. Ça sonne Hayden Christensen all over again. Ben moi je te dirais que ça sonne ça sonne les décisions douteuses de Kathleen Ouais. Kennedy encore une fois qui n'est pas Kevin Feige pas en tout, qui prévoit pas son coup, qui est Ouais. pas à ses affaires. Je suspecte de l'improvisation de la part de Disney dans ce dossier-là. C'est parce que c'est ça. c'est le fun, on va enfin savoir où est-ce qu'ils ont acheté ces maudites bottes, puis son casse, puis tout ça, c'est cool, on va voir la casse à l'era... Ouais, non, c'est ça. Parce que sur les 3 films qu'on a à date des Disney Star Wars, ok, on en a 3 dans les mains, il y en a un seul, je trouve, le premier, dans le fond, Force Awakens, que je sens que c'est un film qui fonctionne comme une unité. C'est-à-dire que t'as pas l'impression que c'est un paquet de scènes qui ont comme jamais ensemble pour qu'ils marchent. Ouais. T'as pas l'impression qu'il y a 15 personnes qui ont travaillé sur le script Ouais, puis c'est sur ça. le film. C'est ça qui gosse. C'est un film semble qui est plus uni. organique, là. Exactement. C'est-à-dire son plus gros défaut, c'est de copier, de singer trop épisode 4. Exactement. Mais encore là, en tant que divertissement, il fait encore la Ouais, job. les personnages étaient solides, Exact. la trame Ouais. principale était correcte. Cohérente, ça suivait tout le long. Le 2, ben là, on n'a pas besoin de retourner sur le débat du 2. Là. Non, parce que là, on va a se fait sauter à le la tour. gorge. Et pour ce qui est de Rogue One, ben, vous savez déjà mon opinion là-dessus. Là, c'est comme un vidéoclip d'un film. Là, c'est même pas un Ben, film. regarde, c'est du fan service. Moi, je trouve que c'est du fan service fait de façon
brillante visuellement. On s'entend qu'on retourne dans l'univers, c'est magnifique. Mais c'est comme un best-of d'un film Le de 9 seul heures. problème, c'est que, encore une fois, je le répète, Disney va trop vite, prend pas son temps d'écrire ses scénarios comme il faut. Les castings sont douteux. La fille dans Rogue One, là, on dirait, tu remplaces ça par une planche, là, puis je pense que la planche a plus d'émotion. C'est l'enfer. C'est C'est pas parce que infernal. la fille est pas bonne, c'est juste Non, qu'elle non, s'est elle rien était fait mal donner des mains. dirigée. Elle est mal dirigée, puis elle avait rien aimé. Donc j'ai ce feeling-là pour Solo. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai des petites nouvelles pour Star Wars. Pour les fans de Star Wars, on savait que Rian Johnson s'est fait donner une nouvelle trilogie. Oui, on peut s'en parler juste après la pause musicale. D'accord, on vient en Star Wars. Oui, après. on va en savoir parce que c'est une nouvelle de fun. Parce que là, on a fini notre bande-annonce. Chanson de la semaine 2! Non, mais ça, on va parler de bande-annonce. On va parler de nouvelles après. Tout à fait. Un concept. Puis oui, il était rendu à 47, c'est le temps qu'on passe. Donc, deuxième chanson de la semaine. Et là, je vais y aller avec ma tune de film de cette semaine. Et ça vient de mon défilm. Donc, je me suis gâté cette semaine, honnêtement. J'ai encore une fois une bonne batch de bons films. Je survolerai ça dans la troisième demi-heure. Je vais prendre la pièce titre du film de Shape of Water de Guillermo del Toro, la trame sonore composée par Alexandre Desplat, donc qui est un collaborateur de Guillermo del Toro de longue date. Donc on écoute la pièce titre de Shape of Water au Geek contre-attaque.
On jasait pas encore. Non, pas en tout. On fait jamais ça, nous autres. Il y a vraiment de quoi de chansons françaises dans cette tune-là. Il y a quelque chose de particulier. L'ambiance du film est capotée. Le Shape of Water, un gros film cette année dans les nominés pour les Oscars. Conan disait que c'était Amélie Poulain qui rencontre le labyrinthe de Pan, je pense. Ouais, plus pas Cthulhu, parce que ça va pas Lovecraft. ouais. Ça s'entend dans la musique. Ouais, c'est ça. Non, mais la musique, c'est Amélie Poulain, puis le visuel, c'est Lovecraft. Wow. Mais c'est quelque chose. Honnêtement, grosse performance d'acteurs aussi dans ce film-là, en plus. Là. Il y aurait même pas eu besoin de ça pour être solide. Mais en plus, les acteurs, ils vont all-in. Mais tu faut pas être surpris, là, ils ont probablement casté des meilleurs, comment ils appellent ça en français? Des character actors, qu'ils appellent, des acteurs qui sont très, très, très typecastés pour faire un certain type de rôle. Ouais. Puis ils ont probablement engagé des meilleurs de la business pour à peu près tous les rôles du film. Donc, on est en voiture avec ce film-là. C'est très solide. Je veux juste vous dire de quoi. Ouais. Nutritionnellement parlant, du Cheese Whiz, on s'entend-tu que c'est de la marde? Tout à fait. Tu sauras que tu peux isoler des fenêtres de façon surprenamment efficace avec ça. J'ai pas dit constructionnellement parlant, j'ai dit nutritionnellement parlant. Effectivement. C'est vide un petit peu. Quand le monde va arrêter d'en manger, ils vont arrêter d'en faire. Bon, mais ça va être la même affaire que les films de marde. Je pense que tu voulais faire un beau segue envers la prochaine nouvelle, Mikey. Ben oui. Petite montée de lait ici, j'ai failli péter une vitre pendant la tournée. Mon Dieu, j'ai fallu que je le calme. Là. On l'a maîtrisé, il est maintenant ligoté sur sa chaise, mesdames et messieurs, plus aucun danger. Il est obligé de peser sur les pitons. Ouais, là, c'est ça, il faut y laisser au moins un bras de libre. Donc, après avoir annoncé, il y a de cela quelques mois, que Rian Johnson allait avoir sa propre trilogie de films, libre de tout attachement à la trilogie originale. Donc, il est pas obligé de parler des Skywalker ou du Solo ou de Boba Fett ou de Jabba the Hutt. Il fait ce qu'il veut dans la partie de l'univers qu'il veut à l'époque qu'il veut. Star Wars a annoncé cette semaine qu'ils ont donné aussi, dans le fond, une trilogie à 2 autres auteurs. Donc, de qui on parle? On parle de David Bienoff et D.B. Weiss. Oui. Qui sont les showrunners derrière l'adaptation de George R.R. Martin, les Game of Thrones, bien sûr. Oui. Donc, c'est quand même une nouvelle très intéressante pour les fans de Game of Thrones. Oui. Kathleen Kennedy, qui s'occupe de Star Wars, a dit que justement, l'univers de Game of Thrones et les personnages qu'ils ont mis en place prouvaient qu'il était plus que compétent pour faire un univers relié à Star Wars. Cependant, les détails, pour l'instant, ne sont pas très clairs. Non, c'est pas pour demain non plus. Là. Sûrement pas. Ça va aller après la production de l'entièreté, la finalité la de série, mais je pense qu'ils ont des spin-offs à faire aussi qui sont déjà prévus. Ben peut-être qu'ils vont comme produire, mais laisser d'autres personnes s'en occuper. Mais ils vont terminer ça, puis ensuite ils vont faire ça. C'est un peu flou pour l'instant, mais d'après moi, ce qui va se passer, c'est que la trilogie de Rian Johnson va arriver en premier et celle-là par la suite. Dans quel timeline mystère? Donc, probablement qu'ils ont annoncé à peu près 10 ans de films de Star Wars avec cette nouvelle-là, avec les Ryan, avec les autres Star Wars Story. On a un film de Star Wars par année pour jusqu'à ce qu'on meure. Et Mikey, la référence qu'il faisait avec le Cheese Whiz, c'est que c'est ça, on veut Disney s'occupe de saturer le marché à outrance et de nous écœurer bien avec ça dans la gorge. Parce que tout le monde va les voir, les films, même s'ils sont pas bons. Ouais, ils continuent d'en faire. C'est comme les films de Transformers, c'est pas tout le monde qui va les voir, mais non, mais il y a assez de monde pour c'est ça, pour justifier que le film soit pas diable tant qu'il est beau. On se trouve donc d'autres loisirs collectivement dans l'hémisphère ouest. Mais attends. Je veux apporter un bémol à votre point, c'est-à-dire que Marvel a sorti 3 films de Marvel par année depuis 10 ans et ils ont eu du succès avec leurs produits. Mais ce que je te disais en contrepartie pendant la pause, c'est que Marvel a bâti son univers tranquillement. De façon organique. Et entre les films d'une même série, si on parle comme Iron Man ou Avenger, il y a à peu près 3 ans entre chaque film, même des fois 4. Ouais, c'est ça. Puis des fois 2, mais le temps de développement est relativement long. On prend notre temps chez Marvel pour faire un bon produit. T'as pas l'impression que les productions sont comme rushées du tout. Là. Tandis que chez Star Wars, ce qu'on fait, c'est qu'on veut avoir un univers étendu le plus rapidement possible, sans trop prendre le temps de s'organiser, ni de planifier. Donc, on sent un peu de désorganisation, puis la qualité du produit final s'en ressent. Je ne dis pas que les films de Star Wars sortis sur Disney sont mauvais.
Je sens qu'il pourrait être meilleur. On sent qu'il y a un processus en arrière. Et Ben, c'est des produits, dans le fond. Parce qu'une des choses qui est différente de Marvel versus Star Wars, entre autres, puis d'autres propriétés, c'est que quand ils mettent une date de sortie, Disney pour Star Wars, Oui. Ils vont se fier à cette date-là comme si c'était écrit dans la pierre. Oui. Okay? Ils veulent pas la changer. Peu importe ce qui arrive pendant le tournage. Fox font la même chose. Avec Fantastic Four, ils se sont mis dans le trouble à cause de ça parce qu'il y a eu plein de problèmes pendant tout ça, mais il fallait qu'ils sortent de cette date-là. Ça me fait penser à l'univers des jeux vidéo. Oui. Avec Ubisoft et Assassin's Creed. Et mais Marvel, là, avec l'annonce des phases à l'époque, au Comic-Con, faisait tout un gros hit avec ça chaque année. Il y a eu souvent des changements. Ils ont souvent repoussé des films. On est habitué à ça. On pète pas la coche, c'est pas grave. S'il faut qu'ils le repoussent, ils le repoussent. Et ça fait en sorte que les dates ont été placées là pour rendre service au produit. Et pas l'inverse. Et on s'entend que ils n'ont pas adapté le produit pour respecter la date. Les films de Marvel sont aussi des produits, mais ils sont pas au même niveau que Star Wars, qui sont... je dirais des produits de marketing de bas étage. Il y a un niveau de qualité, mais on pourrait aller chercher un film... Quand tu compares ça à Empire Strike Back, écoute, ça fait mal. Là. Mais c'est parce que tu as l'impression que tu as du monde d'un bord qui veulent faire des bons films et faire de l'argent, et de l'autre côté, tu as du monde qui veulent faire de l'argent et possiblement des bons films. Tu vois comme... Il y a comme un inverse un changement de mentalité. Puis dépendant du gap entre ces deux désirs-là, ça va te donner des gros blockbusters qui veulent rien dire ou des films à gros budget qui sont vraiment plus solides qu'ils devraient l'être. Donc, ça donne des films que quand on sort du cinéma, on est sous l'effet wow. Là. On fait wow, ce film-là était fantastique. Tu penses le lendemain. Puis 2 semaines, 3 mois, 2 ans plus tard, tu fais comme, ce film-là est sorti, je l'ai même pas réécouté. Ouais, ça rappelle pas. Tu sais, dans le temps, les Star Wars, combien de fois que tu t'es tapé la trilogie de Star Wars originale, Eric? Mais c'est peut-être ça. 1000. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps aussi, dans ce temps-là, on n'avait pas aussi... Si j'avais Internet dans le temps, si j'avais été jeune, et la trilogie originale est sortie dans le temps, je te garantis que je l'aurais écouté à moitié, une fois, that's it, fini, merci, bonsoir, plus jamais de ma vie, j'aurais écouté cette affaire-là. Présentement, j'aurais été un kid maintenant. Dans le temps, hein, j'avais pas grand-chose à écouter, fait que là, on a écouté 40 C'est vrai fois. que les circonstances sont pas pareilles. J'ai des collègues de travail dans la vingtaine, OK? Début vingtaine, qui trippent Star Wars à côté. Et eux, ils ont vu après nous autres. Et la première version de Star Wars qu'ils ont vue c'est les prequels. Et pensent, eux autres, de façon très solide et très viscérale, que c'est le 4, 5, 6 le meilleur. Donc... C'est pas une question d'époque. Tu veux dire le 1, 2, 3? Non. Parce que moi j'ai connu l'inverse de toi. C'est que j'ai des collègues de travail qui sont plus jeunes, qui sont nés dans les années 90, qui ont grandi avec les Star Wars de George Lucas de 1, 2, 3, et que dans leur tête, sont convaincus fermement. Parle du monde avec une opinion qui a de l'allure aussi. Là. À un moment donné, il faut savoir comment un film est monté puis comment il fait du sens. Là. Mon point étant qu'ils ont bien vieilli les vieux. Là. Parce que quand un script est solide, est original, puis que les acteurs ils sont commis à le rendre cool, t'as un bon produit, tu sais. Peu importe mais les effets spéciaux, ils sont laids. Non, mais il y a des marionnettes. Non, là, les gars, là, on va se calmer, là. Excusez, là, le 4, là, on voit les traces de doigts sur la case de Vader. Il y a deux vieux avec des balais qui essaient de se frapper, qui sont incapables, ils sont là comme, parce qu'ils voient rien, parce qu'il y en a un qui est vieux, là, il y a un casque, il voit rien. Il y a vraiment des affaires que c'est comme, à moins que tu t'es fait driller par foule de monde qui te dit c'est malade. Les chances sont que la magie est pas si haute que ça. Au moins le premier. Retour du Jedi, c'est contre-attaque, je suis d'accord. Mais non, mais quand premier, même. Des traces de doigts sur le casque de Vader. Je veux relancer le Hot Geek de Mikey parce que faut se rappeler qu'à l'époque, en 1977, ce film-là fait partie. C'est le premier blockbuster avec Jaws qui a vraiment défini la notion premier, mais mais c'est ça n'existait pas avant. La notion de blockbuster estival. Fait que je pense pas qu'il soit si pourri que ça finalement. Non, c'est pas pourri. Non, c'est pas une question de pourri. C'est juste faut arrêter de le mettre sur un piédestal de perfection. C'est ça. Non, l'épisode 4 est pas parfait. Ça a tout son charme, mais il y a tellement des bouts qu'il y a Je parle plus de Empire, bien sûr. Faut arrêter de parler de Star Wars, mais on peut continuer de parler de films qui vieillissent mal. On parle-tu, au retour de la pause, Eric, de French Connection? Et tabarnouche! Wow! OK, là, tu vas me décoller. Ouais, on fait une pause, puis on vous revient pour parler un peu du film 2018 au Geek Contre-Attaque. Et
nous sommes de retour pour le 3e et dernière partie de cette émission des Geeks Contre-Attaque de ce samedi, le 10 février 2018. Donc, c'est ça le 10? Ben oui, c'est le 10. Hey, ça passe vite, hein? Ben oui, oui, tout à fait. On a du fun. Noël s'en vient. Oui, oui. On est déjà en hiver. Ah non. Temps de tout voir, tout jouer, Oh. tout entendre. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons la critique en retard. Et là, ben merci pour le thème de critique en retard. Tu voulais m'entendre parler de ça, Mikey? Ouais, toi, Conan, Phil, si tu l'as vu, tout le monde, là. OK, bon. Je vais mettre en contexte, tout d'abord. J'ai poursuivi mon défilm 2018, bien entendu, cette semaine. J'ai vu quelques beaux petits bijoux. Là. Je vais faire un survol rapide. Fury, que je vous avais dit j'allais écouter samedi, que j'ai adoré. Quel film intense, extraordinaire. Ensuite, Broken Sword Hero, qui est pas yable, qui est correct, mais c'est la gang qui ont fait Hung Back, qui ont fait Chocolate David, les films d'arts martiaux thaïlandais des 15 dernières années. Mais il est pas... Ensuite, le Cloverfield Paradox, je veux dire, je l'ai écouté en même temps que tout le monde parce qu'il est sorti pour tout le monde. Comment tu l'as trouvé? J'ai trouvé bien. J'ai trouvé bien dans le sens que je vois plus Cloverfield, la série Cloverfield, comme un film, comme un arc narratif unique. Mm-hmm. Je vois Cloverfield comme une marque à la The Twilight Zone. Okay. Ou The Outer Limits ou whatever quoi, c'est comme si tu voyais des films dans un style particulier qui ont des minces liens mais que c'est pas important. Pas obligé d'avoir un lien dans le sens parce que ce film-là aurait bénéficié de pas être appelé Cloverfield. Ça aurait été appelé Horreur dans l'espace. Ouais, mais pareil comme 10 Cloverfield Lane. Non, parce que ça vient... 10 Cloverfield Lane, là, même si c'est un huis clos, ça se passe dans le même univers, ça fait une continuité, parce que là, il y a une attaque au complet, on voit des vaisseaux dans le bad guy a rien à voir avec le bad guy du premier. Ouais, mais c'est parce que là, c'est juste un film de monstre, un film d'extraterrestre. Ouais, mais non, mais c'est parce que le monstre est un extraterrestre, là. Peut-être. Ben, mais encore là, c'est des spéculations. Exactement, parce que déjà, ça s'implique déjà plus dans une continuité narrative que ça, c'est comme, avec la réalité parallèle, voyage dans le temps, finalement, il y a le monstre, comme, what? Puis le monstre plus gros que les nuages. Quoi? Non. Ok, ouais, on a un paquet de spoilers. Donc, Cloverfield Paradox. Ouais, mais c'est parce que c'est même pas un spoiler, ils le mettent dans le trailer. Ouais, je sais. C'est dans le trailer, on voit le gros monstre, on voit la grosse tête du monstre, comme, ok, on va revoir le monstre. Non. Ça n'a pas rapport. Bref, mais le film en soi est quand même solide à l'intérieur de sa propre narrative à lui. Oui, mais tout ce qui n'a pas rapport avec Cloverfield est hot. Ouais. Tout ce qui est le vaisseau dans l'espace, c'est trop hot, c'est full. Ça fait longtemps que j'avais vu un bon film d'horreur d'espace. Il arrive un fuck avec de quoi que tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu sais, hors du contrôle. C'est comme Event Horizon dans le temps. Les bons côtés d'Event Horizon, c'est que tu sais, t'es confronté de quoi que plus grand que ce que tu peux faire. T'es dans l'espace, t'es tout seul. Là, toutes les bouts d'horreur, même si ça faisait pas de sens, c'était cool. Je veux juste dire de quoi là-dessus avant de passer au sujet de la chronique en retard, c'est que j'aime le fait que Cloverfield, la franchise Cloverfield, est en train de devenir... oui, ils sont reliés par le gros monstre. Mais des lignes de plus en plus fines. Oui, c'est ça. Malgré le fait que ça soit relié par des lignes très fines, ils se donnent la liberté de faire des films de genre différents à chaque fois. Tu sais, il y a sci-fi, t'as fine footage, t'as un huis clos trailer, puis t'as un sci-fi horror. Pourquoi que ça peut pas être avec genre des éléments narratifs solides de genre ok, on est dans le même univers, puis tu sais, ça empêche. On dirait que c'est vrai là qu'il y a des films, des styles différents dans le même univers narratif, c'est vraiment intéressant, puis j'en veux plus de ça, mais on peut avoir un univers consistant, juste d'attitude. Ça manque, je dis pas que ça manque. C'est ça, pas, c'est ça. Je trouve ça intéressant. C'est ce qui manque là. Bref. Les 4 autres films que j'ai écoutés pendant la semaine, The Shape of Water, aussi bon que tu n'avais parlé, Conan, malade. À date, là, j'ai juste vu 3 des 9 nominés aux Oscars. C'est mon pic à date, mais je n'ai juste vu 3. Donc, on va attendre. Là, je vais continuer. Il me reste 2 semaines pour me taper 6 autres. Ensuite, Bon Cop, Bad Cop 2. Avec notre ami Nicolas notre collaborateur qu'on salue. Nico Paquin qui a juste volé 3 mecs. Ah, j'ai trouvé ça drôle, cette réplique-là. Mais, meilleur que je m'attendais. Ouais. Et puis, mon Dieu, que la chimie entre Huard et Fury a repris immédiatement quand le film commence. Honnêtement, solide. J'ai bien aimé ce film-là. Ben, tu vois, moi, je l'ai pas vu encore, puis ça me donne le goût de l'écouter, là. Ah non, parce qu'il filme, il y a certaines scènes qui filment un petit peu plus cheaply made que dans le premier, mais visuellement, il est bien mieux produit. Puis il joue un peu moins pour la joke, puis un peu plus pour le film d'action. Pas juste le film d'action, pour l'histoire, puis ce qu'ils ont buildé entre ces personnages-là, puis leur relation entre eux autres. Tout s'appuie là-dessus, puis les jokes viennent comme en contrepartie
saupoudrer ça. Alors qu'on dirait que l'entièreté du premier film était au service des jokes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et les one-liners de Huard sont drôles. La façon qu'il est arrogant pis coquille que tout le monde, là. J'aurais aimé écrire ces jokes-là. Là. J'ai ri. Il y a un Bruce Willis québécois. Ouais, c'est ça. En tout cas. Oui, John Wick 2, que j'ai écouté hier, qui est... que j'ai vu moi aussi. Si je fais une critique courte, j'adore le premier, il est aussi bon que le premier. Et c'est un méchant compliment. J'ai même pas vu le premier, j'ai vu le deuxième parce que je suis tombé dessus super écran. Puis sérieux, j'ai accroché parce que j'étais pour charger de poste. Puis j'ai accroché, puis je l'ai écouté au complet. J'ai vraiment aimé ça. Mais celui que j'ai écouté mercredi... Je continue dans ma lignée d'écouter des films qui ont gagné l'Oscar du meilleur film. Donc, des bons films. Ben là, ils ont gagné l'Oscar du meilleur film, il faut à tout le moins qu'ils soient bons. Tu sais, c'est le minimum. T'sais. Donc, j'ai reculé en allant sur Netflix, un film que j'avais pas vu, un film un film policier, un film genre gangster policier pis tout. Avec un jeune Gene Hackman, je me suis dit, wow, j'ai pas vu The French Connection. On va écouter The French Connection. Fait que sorti en 72, a gagné le Oscar du meilleur film en 73, a gagné meilleur réalisateur, a gagné meilleur acteur, a gagné 5 Oscars en tout. OK? Donc, il était ces 3 marches du podium. Là, si on... Exact. Ouais, c'est ça. Là. Exact. Et là, tu te dis, OK, je vais avoir de quoi de le fun dans les mains. La différence entre mon anticipation et le produit entre guillemets, qui a été offert à mes yeux, que mes yeux ont subi pendant 1h30, j'ai trouvé ça insultant. Wow. Ce film-là. À ce point-là. Parce que s'il n'avait pas gagné d'Oscar, j'aurais écouté ça comme un film particulier qui était tourné dans des circonstances particulières avec pas de permis, avec des caméras à épaule à l'époque où c'était pas vraiment à mode ou que c'était comme un peu, ils appellent ça du guerrilla filmmaking, il y avait pas d'argent. Tu te défais l'épaule avec les grosseurs de caméra qu'il y avait dans le film. En cachette à des places pour pas avoir à demander la permission. Tu sais, c'était comme fait un peu comme envers et contre tous. Tu sais. Ouais. Puis je comprends que ce concept-là a eu beaucoup de traction dans les années fin 60, début 70, les films de révolte et de rebelles à la Easy Rider, toute la quête, la fin du mouvement hippie, tout ça. Oui, je comprends tout le contexte. Cependant, faut quand même que le résultat soit bon, si bol. Faut quand même qu'il se passe de quoi de... Ouais, OK. Tu l'as-tu vu, toi, Conan? Oui. Qu'est-ce que... c'est pas pour rien que la scène de poursuite est toujours dans les tops de meilleures scènes de poursuite de char, parce qu'ils ont vraiment mis du monde en danger. Si c'est pas juste les conducteurs dans leur propre char, mais ça fait que là, je suis en train de regarder la scène, puis pour de vrai, il y a des shots là que je me dis, il l'a fait quand même. Genre, c'est irresponsable. Oui. Faut comme pas encourager ça. Mais moi, je suis en train de regarder, puis sérieusement, pour une affaire de 70, là, ça n'a rien envié les poursuites de chars que j'ai vues dans les 20 dernières années. Parce que c'est normal qu'il y ait une tension dans la scène. Il a vraiment failli faire des accidents pour vrai. C'est pas des flips de char en CGI. Non. Mais il n'y a pas de flip de char. Non, mais je veux dire, mais il y a un char qui est rentré dedans, qui est filmé, qui est un vrai citoyen, qui a vraiment fait ça dans le char parce qu'il s'est fait couper de lumière. Hey, I'm walking here! Puis, cette scène-là, dans Midnight, voyons. Taxi Driver? Non, c'est avec Al Pacino puis Robert Redford. Non. C'est... On sait de quoi qu'on parle. Voilà, Dustin Hoffman, c'est pas... anyway. Je sais de quel tu parles, j'ai oublié le titre, je me sens con. French Connection, OK. Moi, ce que j'ai trouvé du film, c'est que la qualité de la façon que le film est filmé, et par bout semble brillante et inspirée, mais souvent a l'air amateur et filmé par le troisième assistant du cousin du chef du réalisateur. Là. Tu vois le genre? C'est parce que ça a l'air avoir été fait vite, mais pas parce qu'il était obligé de le faire vite, parce qu'il était pas assez commis à faire de quoi de bon, plus à checker ça comment notre concept est original. Tu sais, c'est de l'amateurisme par choix, j'haïs ça. Midnight Cowboy, bon, là. Et j'ai trouvé ça tannant, puis autre chose, il y a des décisions je sais que c'est basé sur un fait vécu, OK? Right? Donc, oui, il y a des décisions dans le film, tu fais comme, mais voyons, comment c'est qu'il fait ça faire de même? Bon, c'est arrivé de même dans la vraie vie, puis il y avait des consultants policiers de l'époque qui avaient vécu cette histoire-là, qui essayaient de mettre du réalisme. Mais ça n'empêche pas que, de un, c'est une des pires techniques de filature policière que j'ai vu ever. Tu sais, quand tu dis suivre quelqu'un puis avoir l'air louche en le suivant, là. Tu sais, là...
Puis pas subtil. Puis c'est comme, les gars sont dans le restaurant, les autres sont dehors en train d'essayer de checker s'ils vont sortir du restaurant, mais c'est parce que si tu regardes par la vitre du restaurant, il y a une scène que t'es dedans, assis à table avec les antagonistes. Tu vois les deux policiers l'autre Et tu vois l'autre, pas subtil, dehors, à 150 pieds, qui a l'air de quelqu'un qui t'observe. Ouais, mais en même temps, check. c'est Mikey, des- tantôt, là, Phil était à côté de lui, puis Mikey l'a pas vu. Fait que ça dépend toujours de ton, de Non, mais là, ça avait pas ta de bon filature. sens. tu sais. Mais Ça a c'est pas des de bon choix sens. scénaristiques aussi, là. Ah ouais. C'est-tu assumé comme choix? J'espère qu'il y en a. Anyway. Hey, le sang était jaune-orange. Tu sais, là, c'est pas crédible. Je sais pas. J'ai pas aimé la façon que le film m'était présenté. J'ai aimé certaines scènes. J'ai trouvé que le scénario était solide, le script, super bon. Ah bon, OK. Mais on dirait que ceux qui ont fait des dialogues étaient solides, mais que le cousin qui Moi, avait de je l'argent dans les pense- poches était pas bon pour le filmer. Tu sais, c'est comme... Moi, je pense que si ce film-là n'aurait pas gagné d'Oscar, t'aurais pas été aussi Exactement. fâché Parce que après. j'aurais pas eu... Oui, parce que cette année-là, Kubrick Oui. a sorti Orange Mécanique. Fait que non seulement ça a battu Orange Mécanique, mais William Friedkin, un gars que maintenant je n'aime pas, OK? A battu Kubrick comme meilleur réalisateur. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Fait d'Exorciste. Il a probablement mangé 3 pas par jour puis il est mort à mener. J'ai aucun intérêt à suivre ce que le gars-là a fait en dehors de ça. L'Exorciste, c'est son plus gros film après. Là. Ben, en Ah, fait, ben c'est oui. ça qui a Ah. permis de faire l'Exorciste. OK, C'est bon. ce film-là Puis, qui dans Fair enough, l'exorcisme, fair il y a eu enough. des méthodes de réalisation quand même assez douteuses. Oui, oui. Oh, oui, Il torturait ses actrices. Ouais, brutaliser ses acteurs. Non, regarde, c'est Pas pas... comme si Kubrick aurait jamais fait ça. Ah ouais, hey, c'est lui qui a fait Killer Joe. Ouais. Je sais pas si tu as vu ce film-là. là. Non. C'est quoi? Il y a une scène avec un poulet et Matthew McConaughey qui est un pilon de poulet et Matthew McConaughey, c'est Mais, en tout cas, c'est pas oubliable. je suis pas un fan du dude, là, à cause de la façon qu'il travaille. Il a peut-être fait d'autres bons films, puis oui, OK, Exorcist, je comprends l'impact, le quête, là, fair enough. Mais bon, j'ai vraiment pas aimé mon expérience. J'ai pas aimé ça, j'étais déçu d'avoir été déçu. Dans le sens que, on dit, j'aurais été supposé aimer ça plus, puis non. Mais j'aime ça parce que tu persévères, tu continues. Ah ouais. L'année est pas finie et non, exact. ton goût d'écouter des films que t'as jamais vus non plus. Non, je sais. Mais bon, on est 40 de fête, il en reste 325, on va voir ce que ça va donner. Puis quand l'été va arriver, l'épreuve va commencer pour vrai. Donc, on y va-tu en musique? Ouais. Ok, du. La chanson de la semaine 3! Alors, chanson de la semaine numéro 3. Et là, je vais un petit peu avec l'actualité de jeux vidéo. Parce que cette semaine sortait le remake. Le complet remake de Shadow of the Colossus au PS4. Donc, refait from scratch. Remaster. Ouais, le code refait. Tout est refait par... Non, c'est pas un remaster. Ils ont pas pris le code original puis ils ont mis des nouvelles Non, mais textures. C'est un remake dans le vrai sens du terme. Ils ont refait le jeu. Donc, fait par la compagnie déjà... j'ai oublié le nom, Moses. Bluepoint, je pense. Anyway. Compagnie qui fait des remakes pour le PS4. C'est sorti cette semaine. Et très bien coté, très bien critiqué. Donc, un jeu qui, moi, que je considère un de mes grands classiques. Donc, de cette trame sonore-là, j'irai pas avec la trame sonore originale. Je vais y aller plutôt qu'une chanson de Overclock Remix. Bien entendu, parce qu'il faut que j'en passe une par semaine. Et là, on remonte en 2007 avec le collaboratif Sixto Sounds qui nous réarrangeait Shadow of the Colossus avec la pièce Wanderer on the Offensive. Donc, un petit peu de muscle. Cette version de la chanson des thèmes de Shadow of the Colossus au Geek contre-attaque.
Oh yeah. Et on est de retour au Geek Contre-Attaque avec une version de Shadow of the Colossus de Overclock Remix. Alors, Wanderer on the Offensive. Oui, merci Mike. Yes. Hey, Conan, tabarouette. tu voulais... Je pense que Eric est en train de revenir dans le studio. Il s'est enfargé dans ses propres pieds, comme à l'habitude. Donc... Ah, ben oui, je suis pas capable de rien faire comme du monde. Donc, non, c'est ça, moi et le cadre de porte, on a fait connaissance. Donc, hey, on vous dit... Bon, il va avec Conan en film, je pense. Oui, donc. Ah oui. Qu'est-ce que t'as vu? Oui, donc. J'ai vu 3 affaires. J'ai vu 3 affaires aujourd'hui en plus, parce que j'ai pas le temps de me permettre d'écouter des films cette semaine, mais j'ai fait ça dans la même journée. Donc, j'ai vu Meurtre sur l'Orient Express. Oui, je vais me le taper bientôt. Donc, oui. avec la moustache d'Hercule Poirot qui va... Oui. Est-ce que la moustache va survivre à cette aventure d'Hercule Poirot? Kenneth Branagh qui s'attaque à Hercule Poirot. T'sais, c'est le fun de voir un autre acteur que Monsieur Hercule Poirot qui a fait comme 60 fois Hercule Poirot dans sa vie. Je sais plus son nom, le vieux qui est rendu trop vieux d'ailleurs pour faire Poirot maintenant. Évidemment. Tous les acteurs sont comme le fun, mais le film est un petit peu plate. C'est vraiment un petit peu... Tu sais, comme... J'ai commencé le film, j'ai comme pas embarqué dedans, mais tu sais, tout le monde se donne, la réalisation est quand même vraiment belle, tu sais, ça, c'est un peu, si je me trompe pas, c'est Kenneth lui-même qui l'a réalisé. Oui. Ça paraît un peu. Ça paraît un peu que Kenneth, il veut nous montrer ses muscles d'acteur et de réalisateur et de directeur photo, parce que, tu sais... C'est un projet d'ego, là. Il y a des plans, là, c'est vraiment comme, ah, là, t'es pas... oui, c'est beau, là, ça ressemble à la peinture du dernier souper, là, ouais, oui, we get it, tu sais, mais c'est pas... Tu sais, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... clever, pis ça l'est pas tant que ça, mais en même temps, tu sais, pour les fans d'Hercule Poirot, c'est le fun d'avoir un nouveau Hercule Poirot, tu sais, c'est comme un peu un film sans faille, tu sais, y a pas rien. Non, mais de toute façon, le scénario, là, c'est l'histoire la plus populaire de cette franchise-là, donc évidemment que ça va faire un bon film, juste en tant que script en lui-même, mais à partir de là, l'exécution... Je te dis que l'acteur la moins bonne, c'est Daisy Ridley. Elle est pas mauvaise, mais c'est que tout le monde est comme vraiment bon, man. Johnny Depp est là comme 2 secondes, pis il est quand même bon, c'est le fun d'avoir un Johnny Depp, pas Pirates des Caraïbes, Johnny Depp. Ouais. Johnny Depp qui essaie de faire un rôle, Johnny Depp. Pas Johnny Depp. Pas Mordecai, pas Johnny Depp. Excentrique, Johnny Depp. Johnny Depp, un genre killer Johnny Depp. C'est le fun un peu de voir cette version de Depp-là. Sinon, après ça, j'ai écouté Daddy's Home 2. Oh non. Donc, avec Will Ferrell et puis Mark Wahlberg et puis... Tu voulais-tu te faire mal ou... Non, mais c'est parce que... Mel Gibson et John Lithgow. Bon, tu sais, pour être franc, il y a des bons moments dans cette comédie-là, c'est pas une grande comédie, là. Mais il y a des bons moments au début, tu sais, la chimie entre Ferrell puis Ferrell est là. John Lithgow, il est quand même vraiment drôle parce qu'il fait le gars toujours over the top, super content, qu'il jase de tout le monde. Puis Mel Gibson, il a quand même dans l'espèce de riche père qui a un véhicule trop hot, mais qui fait chier parce que... Mais on oublie que Mel Gibson, malgré tous la controverse qu'il y a eu autour du gars, il est jamais devenu un mauvais acteur pendant ce temps-là. Non, c'est ça, exact. Il était bon avant, il est encore bon maintenant. C'est ça, mais tu sais... Je vais clairement pas réécouter ce film-là. Okay. Mais ça fait partie des films comédie familiale que, tu sais, mettons, ça divertit sur le spectre de, tu sais, vacances, Family Vacation, puis le remake de Family Vacation, mettons, tu sais, on va dire que c'est un peu là-dedans, sans être, tu sais, c'est très clean. T'écoutes ça, un film-là, avec ta famille, là, c'est comme, y a pas de jokes qui vont trop loin, mais tu sais, Will Ferrell, toutes les jokes physiques de Will Ferrell marchaient pas vraiment. Tu sais, il y a eu quelques bons moments que pour de vrai, j'ai fait comme, celle-là, je les ris, mais c'est pas les moments que, dans le film, ils te font dire, regarde ça comme, tu sais, Will Ferrell se fait arroser par la douche automatique, là, mané, c'est comme, C'était 10 secondes trop long, puis ça durait peut-être 12 secondes. Fait que... Moi, Will Ferrell, ça fait longtemps qu'il y a moins d'impact de côté comédie. Je te dirais que, dans le fond, son ratio de hit and miss, c'est pas très avantageux. Mais non, il est encore capable. Non, il est encore capable. Mais je pense qu'il choisit juste mal ses scénarios. Ouais, il en fait beaucoup. Il en fait beaucoup. C'est comme 2-3 films par année, quasiment encore. Là, c'est comme tabarnouche, ça finit plus. Mais il a fait quelques projets de films indépendants qui étaient intéressants dans les années aussi. Casa d'Emile Padré. Ouais, c'était drôle, ça. Tu sais, il a fait une couple d'affaires quand même drôles. Mais, tu sais, mais c'est un film, tu sais, c'est ça, somme toute, c'est un peu comme, c'est inoffensif comme film, même si c'est pas bon. Right? Puis, puis pas assez de John Cena, mon goût à moi. Moi, j'aime beaucoup John Cena et je voulais plus de John Cena. Ah, il était dans le film? Ouais, ben, il l'avait ruiné, même dans le trailer. J'étais comme, John Cena dans le film? Ok, cool, ça, tu sais. Mais j'aurais voulu plus de John Cena parce qu'il y a quand même des bons moments, mais c'est pas... Ok, bon, on va se garder le reste des minutes pour parler de ton troisième. Hey, Coco.
Oh, Coco. le dernier Pixar. Le dernier oui. de Pixar. Donc, Coco, ça raconte l'histoire d'un petit gars qui veut suivre son destin de jouer de la musique, mais malgré sa famille, qui ne veulent pas entendre de la musique, parce que la musique a détruit la famille, il y a des générations. Donc, la grand-mère, qui est rendue une cordonnière, empêche tout le monde de la famille de jouer de la musique. Non, c'est Footloose all over again. C'est quasiment ça. Mais le petit Miguel, lui, décide de trouver, tu sais, de tenter sa chance et d'aller jouer sur le square de la place publique et d'aller voler la guitare de son idole, qui est peut-être son père, qui est comme un genre de guitare très un Guitar Hero. Un Guitar Hero très connu. Mais la guitare l'envoie dans le monde des morts. Donc là, faut qu'il réussisse à passer, faut qu'il revienne dans le monde des vivants pour réussir à passer. Mais là, parce que évidemment dans le grand livre chez les Mexicains, les morts, tu sais, c'est pas spooky, là, non, c'est très très joyeux. Donc quand tout le monde est là, tout le monde reconnaît festif. Miguel, c'est festif et tout ça. Donc mais il y a quelque chose que moi j'ai particulièrement apprécié de ce film là, c'est que il parle de quelque chose qu'on appelle la deuxième mort. Donc tu sais, on meurt tous une fois et on meurt une deuxième fois quand quelqu'un dit notre nom pour la dernière fois. Et dans ce film là, on en parle un peu parce que c'est ça pour eux autres, la vraie mort pour les Mexicains, c'est quand tout le monde t'oublie et le monde met pas la photo. Que la dernière personne qui t'a connu pense à toi, puis après Ou ça, c'est dit, terminé. ouais, exactement. Donc, mais ça parle quand même de ça, ça parle des liens familiaux. C'est pas le meilleur de Pixar. Mais t'as-tu pleuré? Il y a des moments, il y a clairement des moments que j'avais là. Pixar sont les seuls qui sont capables de me faire brailler dans un Mais film. tu sais, c'est très très beau, c'est très très. Tu sais, je m'attendais à étrangement plus de musique. Ouais. Même si c'est un film à propos de musique, je m'attendais à ouais. plus de musique, mais la musique est bonne. Mais tu sais, super bon. Allez le voir. Yes, donc Coco, donc hey, parfait, un autre solide de Pixar. Merci, Conan. Merci à toi. Merci à Phil, bien sûr. Merci à tout le monde. Merci à Mikey. Ben oui, Tabarnak, salut, c'est le reflet, je te voyais pas. Merci. Donc- Merci Eric qui oublie mon nom. Et merci à CKRL de nous donner ce temps d'antenne. Et Rose Soleil Audet s'en vient avec Musisol. Yes, merci les boys, on se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.